nom est Charlotte Baudet. Je suis coordonnatrice clinique au service info-aidant de l'Appui, qui est un organisme qui dessert les résidents du Québec. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire une présentation sur l'épuisement chez les personnes proches aidantes et la manière de la prévenir. Moi, comme coordonnatrice clinique, ce que je fais, c'est que je suis responsable de tout ce qui est côté intervention au service info-aidant, qui est la ligne téléphonique d'intervention pour les proches aidants au Québec, comme je disais tout à l'heure. J'ai été moi-même sur la ligne au téléphone pour desservir les proches aidants. Le service info-aidant aussi offre des services par courriel. On a un site Internet avec un répertoire de ressources, avec des trucs reliés à la proche aidance. Et on offre également des programmes de formation et de soutien en ligne destinés aux proches aidants résidents au Québec. Donc, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, comme je disais, c'est un webinaire sur prévenir l'épuisement chez les personnes proches aidantes. Donc, on va voir 4 différents thèmes. Le premier thème, reconnaître la position de vulnérabilité des personnes proches aidantes, parce qu'on a besoin de se reconnaître comme proche aidant avant de pouvoir cheminer vers la prévention de l'épuisement. Ensuite, il y a une partie importante qui est d'identifier ses besoins comme proche aidant. De demander de l'aide également. Donc, une fois qu'on identifie ses besoins, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur et de connaître les ressources pour obtenir cette aide-là. Pour la première étape, on a reconnaître la position de vulnérabilité des personnes proches aidantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une partie importante, surtout que dans les statistiques qui ont été faites et au Québec et au Canada, il y a beaucoup de personnes proches aidantes qui ne se reconnaissent pas dans le rôle de proche aidant. Pour pouvoir obtenir des services, pour pouvoir aller les chercher, il faut qu'on puisse se reconnaître dans ce rôle-là, il faut qu'on puisse identifier notre titre et les besoins qui en découlent. Pour les personnes proches aidantes aussi, souvent, c'est de prendre soin de son proche qui passe en premier. On voit ça un petit peu comme une continuité naturelle de la relation qu'on a avec la personne. On se dit par exemple, je ne suis pas proche aidant, je m'occupe de ma mère, ou c'est normal que je prenne soin d'elle parce que c'est ma conjointe. Donc, ce n'est pas une étiquette qu'on se donne nécessairement automatiquement. Et c'est pourquoi ce n'est pas tous les proches aidants qui vont nécessairement adhérer à ce titre-là. Toutefois, pour pouvoir obtenir les services, mais et éventuellement éviter de se rendre à l'épuisement, de se reconnaître dans ce rôle-là, c'est le premier pas. Donc, en s'identifiant à ce rôle-là, on va être plus porté à connaître, identifier et aller chercher les ressources autour de nous. Donc, au-delà des ressources qui sont offertes au public en général, il va y avoir des ressources qui sont spécifiquement dédiées aux proches aidants. Donc, en s'identifiant à ce rôle-là, on va avoir plus de facilité à aller les trouver et y accéder. Donc ici, on a quelques statistiques par rapport au profil des personnes proches aidantes. C'est des statistiques qui ont été faites pour le Québec, pour les proches aidantes d'aînés, mais elles sont là, on peut les élargir parce que les statistiques pour le Canada sont quand même assez similaires. Les proches aidants, les personnes proches aidantes, majorité sont des femmes. Qui ont entre 45 et 64 ans. On appelle ça au Québec la génération sandwich parce qu'ils ont des parents de qui ils doivent s'occuper. Ils ont également des enfants. Donc, ils s'occupent de plusieurs personnes autour d'eux. Et la moitié de ces personnes-là travaillent 30 heures ou plus par semaine. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement dédiées uniquement à leurs proches, mais qui ont toute une vie autour d'eux. Ce qui fait qu'au Québec, il n'y a pas nécessairement toute cette... quand je parlais de reconnaissance tout à l'heure, ce n'est pas tous les proches aidants qui vont se reconnaître par rapport à ça parce qu'ils se disent « Ah, je ne prends pas seulement soin de mon parent, par exemple. Je vais aussi travailler, j'ai d'autres choses. » Alors, il y a une méconnaissance de ce rôle-là quand on est proche aidant. Ça ne veut pas dire qu'on est seulement proche aidant. On est des travailleurs, on est des conjoints-conjointes, on est des parents, on est des amis, on est des amoureux.
Donc, ça fait partie d'une multitude de choses là, qui peuvent nous décrire. Et par rapport au soutien apporté, il y a, dans les statistiques pour le Québec, il y a 28% des proches aidants qui offrent 5 heures de soutien par semaine minimum. Il y a 20 heures et plus qui sont données par 9% des personnes. Donc, le nombre d'heures d'investissement est quand même assez large. Et au niveau des services qui reviennent le plus souvent, ça peut être plusieurs de ces éléments-là, mais notamment l'accompagnement en rendez-vous, le soutien émotif pour la personne, le transport, l'aide administrative et l'épicerie. Donc, ça donne une idée. Et puis, il y a 9 personnes proches aidantes sur 10 qui ne cohabitent pas nécessairement avec l'aidé. Donc, c'est pas parce qu'on n'habite pas avec la personne, c'est pas parce qu'on n'est pas dédié à elle à 100% qu'on n'est pas proche aidant pour cette personne-là. Par rapport au proche aidant, la personne, on l'appelle un petit peu la chef des opérations parce que la personne est en charge de coordonner et trouver des solutions. Il y a des personnes qui nous appellent qui ont l'impression des fois d'être la secrétaire de la personne parce que c'est beaucoup d'organisation pour des rendez-vous, trouver des solutions, que ce soit pour l'hébergement, les enjeux, le paiement des factures. Donc, c'est beaucoup d'orchestration. Et ce que nous, on considère comme étant important, c'est que la personne demeure l'experte de sa réalité. C'est elle qui connaît le mieux son proche, c'est elle qui connaît le mieux ce qui se passe. Donc, avec cette personne-là, nous, on va travailler pour développer ces outils justement pour éviter qu'elle se rende vers l'épuisement. Mais on n'est pas là pour dicter à la personne quoi faire. Ce n'est pas nous les experts, c'est elle. Et un point important aussi, c'est de reconnaître que la personne a ses propres limites et ses propres besoins. Donc, même si elle peut avoir tendance à se faire passer en deuxième, c'est ce qui la met à risque de développer de l'épuisement éventuellement. Donc, de pouvoir identifier c'est quoi ces difficultés pour aller chercher de l'aide, à ce moment-là, c'est un filet de sécurité pour elle. Par rapport au rôle de la personne proche aidante, on les a vus un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être un ou plusieurs de ces éléments-là. Donc, une personne qui aide un proche à gérer sa médication ou à lui offrir du transport, un soutien émotionnel, d'organiser ou de l'accompagner à des soins ou des services, que ce soit des activités ou des soins médicaux, des travaux domestiques, ça peut être d'aller l'aider à pelleter, par exemple. L'entretien du logement, la gestion financière, les obligations légales et juridiques, c'est toutes des choses que les proches aidants peuvent faire. Donc, si on fait un ou plusieurs de ces éléments-là pour notre proche, on peut être reconnu comme un proche aidant. Donc, déjà de savoir ça, ça peut nous aider là, à avoir une meilleure identification de notre rôle pour éventuellement aller chercher des ressources pour éviter l'épuisement. Donc, maintenant qu'on a identifié, qu'on a reconnu notre posture, là, notre position comme proche aidant, il faut qu'on identifie les besoins. C'est sûr que les besoins des proches aidants vont changer d'une personne à l'autre. Ce n'est pas tous les proches aidants qui vont avoir tous les mêmes besoins. Et dans un parcours de proche aidant, on peut développer des besoins au fur et à mesure que le temps passe. La majorité des personnes proches aidantes vont avoir tendance à prioriser les besoins de la personne qu'ils aident avant leurs propres besoins. On se dit souvent, ah ben mon proche est malade, il a plus besoin de choses que moi. Ses besoins ont priorité parce qu'il est malade, parce qu'il a besoin de soins. Ce type de pensée-là nous met à risque de développer de l'épuisement. Parce que le fait d'ignorer nos propres besoins, ça peut avoir un effet négatif au niveau de l'épuisement. Donc, de toujours se mettre en second plan fait en sorte qu'on est beaucoup plus à risque de dépasser nos limites. Ça peut être de l'accumulation, ça peut être du découragement, ça peut être de se sentir brimé. Donc, tous ces éléments-là nous mettent à risque éventuellement de développer de l'épuisement. Et au niveau des besoins qui peuvent ressortir
Il y a, par exemple, les services de répit. La personne a besoin qu'il y ait une présence auprès de son proche pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle-même. Du soutien psychosocial individuel et de groupe. Donc, oui, d'avoir besoin de parler, de ventiler, de verser le trop-plein, mais aussi de réaliser qu'elle n'est pas seule dans sa situation. La flexibilité en emploi dans le cadre de ses études parce que elle peut avoir besoin de partir pour aller à l'hôpital avec son proche pour des soins médicaux, par exemple. On ne sait pas quand la personne aidée va avoir besoin d'aide, donc elle va avoir besoin un petit peu plus de compréhension de la part de son employeur ou de ses professeurs. Elle va avoir besoin d'informations et de formation. Donc, c'est sûr qu'on accompagne quelqu'un qui a des difficultés médicales, de ne pas nécessairement comprendre ce qui lui arrive, ça peut être un facteur de stress important. Et de savoir un petit peu comment est-ce que la maladie va évoluer, de comment est-ce que les traitements fonctionnent, ça peut être un besoin qui revient assez fréquemment pour les proches aidants. Et au niveau des besoins de formation, ça peut être sur toutes sortes de choses. Je pense par exemple aux procédures de déplacement sécuritaire, quand on a besoin de pouvoir bouger la personne qui est alitée pour éviter qu'elle fasse des plaies de lit, par exemple, ou pour pouvoir l'aider à se lever de façon sécuritaire pour nous-mêmes et pour elle, pour qu'elle aille à la salle de bain, par exemple. Donc, ce genre de formation-là, ça peut être aussi des formations pour développer des connaissances. Donc, c'est des formations sur la thématique de l'information. Je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer. Il existe des formations un peu partout au Canada pour en apprendre plus sur la maladie, pour développer des trucs pour pouvoir gérer les comportements difficiles de la personne. Donc, ça peut encore être un besoin. Et le soutien financier et matériel. C'est sûr qu'au niveau des besoins financiers, mais les personnes proches aidantes donnent beaucoup de leur temps. Il y en a beaucoup qui vont investir aussi et qui ne reçoivent pas d'aide financière. Donc, ils vont s'informer, est-ce qu'il y a des crédits d'impôt, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a des fondations qui peuvent aider? Donc, ça peut être un besoin. Et le besoin matériel, donc d'adapter la maison, par exemple, pour que la personne en fauteuil roulant puisse se déplacer adéquatement, d'avoir une barre pour le bain pour faciliter les mouvements, éviter les chutes dans la salle de bain. Donc, c'est toutes des choses là, qui peuvent être inclus dans les besoins que les proches aidants ont. Et je parlais tout à l'heure que les besoins sont évolutifs. Donc, dépendamment de où on est dans notre parcours de proche aidant, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes besoins. Ça varie d'une personne à l'autre, mais ça varie aussi d'un moment à l'autre. Donc, quand on est en début de parcours, il y a des besoins qui vont être plus au niveau là, de, premièrement, encaisser le diagnostic. Ça peut être un choc de recevoir un diagnostic que notre proche qu'on aime, qu'on voit régulièrement, a peut-être une maladie dégénérative, où elle va peut-être, souvent par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est une crainte que notre proche nous oublie, par exemple. Par rapport au cancer, mais c'est l'incertitude, est-ce qu'il va avoir des traitements de chimiothérapie, des choses comme ça. Donc, le diagnostic en tant que tel est une source de stress très élevée et pour la personne aidée et pour l'entourage. De comprendre la maladie, comme je disais tout à l'heure, donc surtout quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler ou avec lequel on n'a pas de contact, ça peut être très insécurisant. De trouver des stratégies d'adaptation parce que là, on est soudainement, il se passe des choses qu'on n'a jamais vécues et il faut qu'on puisse réagir à la situation pour s'adapter. Et ça, c'est pas toujours évident non plus. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de repères. Donc ça peut être un besoin qui revient assez souvent. Planifier les aspects légaux, par exemple, quand on pense là, aux maladies dégénératives, est-ce que c'est de préparer un mandat d'inaptitude, par exemple? Est-ce qu'il faut entrevoir le fait que la personne ne pourra plus prendre ses propres décisions? Donc, c'est des choses qui peuvent tout de suite, là, en début de parcours, selon quel est le diagnostic, ça peut être quelque chose qui revient. Aller chercher du soutien. C'est pas
tous les proches aidants qui vont aller chercher du soutien tout de suite au début de leur parcours. La majorité attendent d'être plus au milieu ou en fin de parcours pour aller chercher. C'est sûr que d'aller chercher le soutien le plus tôt possible va être un facteur de prévention par rapport à la prévention de l'épuisement éventuellement. Mais on peut aller chercher du soutien à n'importe quelle étape du rôle de proche aidant. Et puis en début de parcours aussi, il y a adapter le domicile. C'est quelque chose qui peut arriver plus tard si c'est une maladie dégénérative, mais si on a un proche que dès le début de son invalidité a des difficultés de mobilité, justement là, en lien par exemple avec une chaise roulante ou avec une marchette. Donc ça peut être plus pressant au début du parcours de l'adapter. Et là, plus le temps va passer, plus les besoins vont être modifiés. Donc, plus que le temps passe, on va développer un plus grand confort avec la maladie, par exemple, mais il va y avoir d'autres besoins qui vont ressortir. On pense, par exemple, à poursuivre le mieux possible les activités quotidiennes, parce qu'on parlait d'adaptation à la première étape, mais c'est une fois qu'on s'est adapté, mais c'est en constante évolution. Donc, on continue de s'adapter et on essaie de garder une qualité de vie et une stabilité le plus possible. Donc, ce n'est pas parce que notre proche a une maladie que soudainement, on va arrêter de faire toutes nos activités avec elle. Il y a aussi de disposer de bonnes stratégies selon la pathologie de l'aîné. Donc, par rapport aux apprentissages, par exemple, de savoir là, comment gérer des comportements plus agressifs pour une personne qui a un trouble neurocognitif. Ça fait partie de ça. Donc, souvent, c'est essai-erreur. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, on développe nos propres stratégies et on essaye des choses qui fonctionnent. On met celles de côté qui ne fonctionnent pas. Donc, ça fait partie des choses qu'on va avoir besoin de faire. De bénéficier des périodes de répit, surtout quand on est avec la personne 24 heures sur 24, on habite avec elle, ou même si on n'habite pas avec elle, mais qu'on est beaucoup en demande auprès de cette personne-là, mais d'avoir des périodes où est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un d'autre pour prendre du temps pour soi-même. Donc, on fait confiance à quelqu'un d'autre, que ce soit avec les ressources du réseau de la santé, avec des organismes communautaires. Donc, d'avoir ce moment pour soi. Ça peut être de gérer les démarches administratives. Donc, tout ce qui est par rapport, par exemple, au compte de banque, à l'hébergement, si la personne est dans une résidence pour aînés, dans un centre de soins, il va y avoir des choses à gérer par rapport à ça. Planifier le présent et l'avenir. Comme je disais tout à l'heure, c'est une évolution. Donc, il faut qu'on puisse savoir là, comment est-ce qu'on s'enligne. Gérer son stress, poser ses limites, et également parler de son vécu, c'est des choses qui sont en continu aussi. C'est des gros morceaux, c'est pas nécessairement évident de savoir quelles sont nos limites. Et les limites évoluent dans le temps également. Donc, ça va avoir il va avoir une évolution. Peut-être que mes limites que j'avais fixées avant, moi, maintenant, je suis plus fatiguée, j'ai moins de temps, donc il faut que je reconsidère quelles sont mes limites pour l'avenir ou pour le moment présent. Et en fin de parcours, les besoins, ce serait plus de rester auprès de son proche. Si le proche là, est en soins palliatifs, par exemple, on entrevoit un décès à court terme. Donc, on veut plus de temps pour passer avec lui. Disposer d'un milieu de vie adapté. On veut s'assurer qu'elle reçoit les soins dont elle a besoin. Gérer les deuils, les réactions de l'entourage. C'est sûr que les deuils aussi, c'est pas seulement quand la personne est décédée, mais il peut y avoir un deuil qui est vécu avant, quand la personne, justement, là, par exemple, qui a une maladie d'Alzheimer, mais elle commence à nous oublier ou elle commence à avoir des réactions qui lui sont pas propres, mais on fait notre deuil, le deuil blanc. Donc, le deuil de la personne qu'on connaissait, même si la personne est toujours vivante, elle n'a plus la même personnalité, elle n'a plus les mêmes réactions.
Participer à la gestion de fin de vie de son proche. Donc, on parlait tout à l'heure de soins palliatifs. Donc, de savoir, bon, mais est-ce que ça va être à domicile? Est-ce que ça va être dans une maison de soins? Est-ce que ça va être dans un centre? Et bénéficier de soutien parce que c'est jamais une étape qui est facile. Au niveau des conséquences, il y a toutes sortes de conséquences que le rôle de prochain aidant peut avoir. On note, par exemple, principalement le stress, qui est un facteur très important au niveau de l'épuisement. Dans tous ces éléments-là, la fatigue, la culpabilité aussi reviennent souvent, l'isolement social. Donc, c'est tous des aspects où est-ce qu'il faut qu'on soit un petit peu plus conscient si c'est quelque chose qu'on vit parce que ça nous met plus à risque de vivre de l'épuisement. Au niveau du parcours, tout à l'heure, je parlais qu'il n'y a aucune personne qui est similaire. Donc, c'est tous des parcours qui sont différents. Les besoins vont changer d'une personne à l'autre et les besoins vont évoluer. Donc, les étapes de prochaine aidance qu'on a vues tout à l'heure, ça se pourrait qu'on ait besoin d'informations en fin de parcours aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont statiques. Par rapport aux défis de la personne prochaine aidante, il y a encore beaucoup de travail à faire au Québec, mais au Canada aussi pour avoir une reconnaissance. Et c'est un enjeu qui est majeur pour obtenir des services. Donc, ce n'est pas toutes les provinces qui vont avoir les mêmes types de services, les mêmes types d'associations, la même accessibilité, par exemple, aux services. Donc, reconnaître la personne et de se reconnaître soi-même. Donc, oui, il faut qu'on se reconnaisse, mais il faut que notre entourage, il faut que toute la structure autour reconnaisse aussi ce rôle-là. C'est un défi. De pouvoir être soutenu, de trouver et obtenir des services, comme je disais, ça découle aussi du fait d'être reconnu. Découvrir, exprimer et accepter ses limites, parce que oui, on parle souvent des limites, mais c'est une étape de pouvoir verbaliser ses limites à son entourage pour obtenir des services. Donc, c'est tout ce processus-là pour pouvoir les identifier adéquatement. Prendre du temps pour soi, concilier le travail avec la famille et son rôle de prochain aidant et demander et accepter de l'aide. Au niveau des choses qu'on risque, on parle évidemment d'épuisement, mais d'isolement, de précarisation financière. Donc, il y a plusieurs enjeux qui découlent du fait d'être proche aidant, notamment la détérioration de sa santé. Si on a tout le temps tendance à faire passer la personne aidée avant nous, on risque à ce moment-là de laisser passer sa santé en deuxième et peut-être d'être moins vigilant aux signes d'épuisement, mais aussi de maladie. Troisième étape, demander de l'aide. Donc, comme je disais tout à l'heure, le prochain aidant peut demander de l'aide partout pendant son parcours. Les personnes ont plus tendance à le demander au milieu ou à la fin de leur parcours, mais le fait de demander le plus rapidement possible peut éviter éventuellement de se rendre vers l'épuisement. Il y a des personnes qui voient le fait de demander de l'aide comme un signe de faiblesse, alors que c'est le contraire, parce que pour pouvoir identifier nos limites et nos besoins, puis de pouvoir les verbaliser pour obtenir du soutien, ça demande un processus sur soi en tant que tel, et ça, c'est une grande force. C'est une force qui agit comme facteur de protection par rapport à l'épuisement. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir si je m'approche de l'épuisement? Donc, voici là, des signes qui sont plus précurseurs pour l'épuisement. Donc, de ne pas disposer assez de temps pour soi, de se sentir tiraillé entre les soins avec la personne aidée ou nos autres responsabilités, comme par exemple mes responsabilités comme parent, par exemple. Si on a l'impression d'être seul, la seule personne sur qui l'aider peut compter, si on se sent coupable de ne pas en faire plus, même si on en fait déjà beaucoup. Est-ce qu'on pleure facilement? Est-ce qu'on est tout le temps fatigué? Donc ça, c'est des signes. Par rapport à la culpabilité aussi, ça peut être littéralement des pensées qu'on a
comme par exemple, j'ai hâte que mon aidé décède ou je ne veux plus être la personne qui s'en occupe, je voudrais disparaître de sa vie. Ça aussi, c'est des pensées auxquelles il faut qu'on fasse plus attention, qui sont peut-être révélatrices qu'on a besoin là, de prendre du recul puis se demander est-ce que je suis en train de vivre de l'épuisement. Pourquoi aller chercher de l'aide? C'est sûr que c'est la meilleure manière d'obtenir des services pour diminuer notre épuisement, pour éviter qu'on se rende trop loin. Et si on s'est rendu trop loin, mais c'est comment est-ce qu'on va revenir dans une position où est-ce qu'on va être plus confortable. Donc, offrir des temps de répit pour pouvoir avoir des moments pour soi, prendre soin de notre propre santé. Préserver la relation qu'on a avec l'aidé aussi, parce que si on a l'impression qu'on passe en deuxième pendant trop longtemps, on pourrait développer de l'irritation ou des émotions négatives par rapport à la personne qu'on aide. On veut éviter l'épuisement. On veut poursuivre nos activités professionnelles ou si on est aux études, là, de pouvoir poursuivre nos études. Et on veut conserver quand même une vie sociale et familiale tout autour. Donc, tout ça fait en sorte qu'on peut maintenir une qualité de vie. Et une fois qu'on veut aller chercher de l'aide, mais c'est de connaître quelles sont les ressources de son milieu. De connaître les ressources qui sont accessibles, ça peut être un facteur de protection face à l'épuisement. Même si on n'a pas besoin de ces ressources-là tout de suite, de connaître ces ressources-là à l'avance peut être un pas en avant si jamais on a besoin plus tard de les utiliser. Donc, de savoir vers qui est-ce que je pourrais me tourner dans un moment où je serais plus fragile, ça peut être une grande aide. Les ressources ne sont pas non plus composées seulement des organismes là, dans notre quartier. Il existe beaucoup de types de ressources différentes pour se composer un filet de sécurité pour éviter de se rendre vers l'épuisement. Donc, quand on parle d'aide, on parle notamment des ressources de notre entourage. Donc, la famille, les amis, ça peut être des collègues de travail, des professionnels, notre médecin, notre pharmacien, ça peut être notre psychologue, donc les professionnels autour de nous. Le réseau de la santé au Québec, par exemple, on a les CLSC et les organismes, que ce soit des organismes privés ou communautaires qui proposent des services du soutien, comme par exemple du répit, des rencontres de groupe, des choses comme ça. Donc, tout ça pourrait composer notre filet de sécurité comme prochain an pour éviter l'épuisement. Et enfin, on a ici quelques ressources là, un petit peu partout au Canada pour les proches aidants. Donc, au Québec, c'est l'appui pour les proches aidants qui est la ligne pour tout le Québec, si jamais vous avez besoin de services, mais il y a des services similaires là, dans d'autres provinces. Donc, merci d'avoir écouté ce webinaire.